Bonjour à tous, bien heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette année-là, avec toujours la même équipe à peu près, toujours ceux qui sont les plus brillants. François Bousquet qui est avec nous, rédacteur en chef d'Éléments. Prochain élément, il est sur... Le prochain élément, il est sur Andrea Margolongo. Enfin, elles vont vous faire aimer le grec et le latin et Louise Guillemot. Deux magnifiques bouquins sur la Grèce et sur Rome. Parfait. Olivier François, rédacteur et célèbre animateur du Plus d'Éléments. Ça va, Olivier? Ça va très bien. Ça va vraiment bien. Bien. Ouais. Donc bien, aucun souci, vraiment, de plus en plus en forme. Et nous avons Christophe, Maxime, Bernard. Oui, tout à fait, c'est moi. Merci de. C'est vous. C'est mon vrai nom. Je trouve que vous avez la barbe qui commence à. C'est les hipsters, cher ami, c'est la mode. Et puis et moi, je suis survacciné, 7e dose, 8e dose, en pleine forme. Ah ouais, ça c'est les doses. C'est un peu comme les Dupont, ça pousse. C'est les jus d'orange des sportifs espagnols. Très très bien. Cette fois-ci, on va vous parler d'un numéro. En fait, on ne va pas vous parler d'un numéro parce qu'il y en a eu tellement. On va vous parler de l'Amérique. L'Amérique est-il l'ennemi ultime? Et on peut dire que à l'époque, c'était en 1975, il y a ce numéro mythique de Nouvelle École qui était l'Amérique et qui va être le début d'une grande collection de livres, même de colloques. On aura par exemple le défi Disneyland, ça sera le 20e colloque, et le 25e sera États-Unis danger. Pourquoi on va parler de tout ça? Parce que à l'époque du défi de Disneyland, ou plutôt les États-Unis danger, Thomas Molnar, qui est un grand intellectuel que François, vous avez réédité avec un livre, une petite aparté. Oui, avec sur l'éclipse du sacré, un entretien avec Alain de Benoît, vieux d'une trentaine d'années, entre donc le chrétien qui est Molnar et le païen qui est de Benoît. Grand auteur hongrois, américano-hongrois. Et à l'époque, il avait sorti ce petit livre, l'Américanologie, et il expliquait que l'Amérique était partout, sur nos écrans, sur nos ondes, dans notre langue et dans notre imagination. Elle est aussi dans la mentalité qu'elle diffuse et les lois que nous lui empruntons. Et il expliquait clairement, et on est en 1991 exactement, à l'âge d'homme, mon cher François, la question ne se pose plus de savoir si le modèle américain est en effet le meilleur, le plus digne d'être imité. Il est adopté par défaut de concurrent. Alors François, effectivement, il n'y a plus de concurrence. C'est dans le livre de Jérôme Fourquet. Il explique que l'Église rouge a disparu, la chrétienté a quasiment disparu, mais l'Amérique, elle est toujours là, et la France est aujourd'hui l'un de ses meilleurs élèves. Oui, le monde entier, pas seulement la France. Hein. Le livre de Fourquet et Casselli, Jean-Laurent Casselli, est un chef-d'œuvre. Voyage au cœur de la France, au centre de la France, mais c'est un livre sur la France d'après. On apprend quantité de choses sur les métamorphoses qui ont affecté la France, et en profondeur, très très en profondeur, et en particulier à ce continent de l'américanisation, dont Fourquet et Casselli disent qu'il est très très peu documenté. En définitive, il est énormément documenté de 1945 ou de 1900 en fait. Ça a commencé antérieur avec le jazz et quantité d'autres choses, jusqu'aux années 70 ou tout début 80. Et à partir de 1980, peut-être parce que nous sommes tous devenus américains, c'est un chapitre, c'est plus qu'un chapitre du reste, c'est un continent, je l'ai dit, qui est très très peu informé, à telle enseigne qu'on découvre avec stupeur que la musique country, c'est un des morceaux de bravoure du livre de Casselli et de Fourquet. J'en parle d'autant plus que dans mon village vivant de la Franche périphérique, qui est l'univers qui concentre cette musique country, on a un club de musique country. Mais j'avais pas du tout fait l'association. Il y a plus de 2000 clubs de musique country en France. Tout ça pour dire que non seulement cette américanisation-là, on l'a pas vue, mais comme en plus elle frappe la France périphérique, la culture du pauvre, ou le pauvre en culture, les sociologues, les journalistes ne s'y sont pas du tout intéressés. Mais toutes les classes sociales sont touchées. On est submergé par l'Amérique. Si on regarde vraiment dans le détail, surtout nous qui avons plus de 50 ans, donc on a suivi au long cours la manière, entre autres, à Éléments, moi avec l'Idiot international de Jean Edernalier, comment on s'était battu pour contre l'implantation d'Euro Disney à Marne-la-Vallée. Or, il apparaît qu'aujourd'hui, quasiment 2/3 des Français, je crois que c'est 60% des Français, qui ont fait au moins une fois une visite à Marne-la-Vallée, à Euro Disney.
Disney. Donc en réalité, le cœur battant aujourd'hui de la France, c'est pas Notre-Dame de Paris, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est Marne-la-Vallée qui draine des foules et des millions de gens, des millions de Français. Donc c'est une acculturation en profondeur. Hein. Le terme pour être précis, je crois que pour les moins de 35 ans, 70% des moins de 35 ans ont été une fois à Disneyland. Une fois à Disney, mais ils sont moins nombreux d'avoir été une fois à Paris. Oui, donc ils vont beaucoup plus à Disney qu'à Marne-la-Vallée qu'à Paris. Et ce que rapporte Fourquet fait des travaux, réellement c'est plus qu'un sondeur. Fourquet, moi je trouve c'est un sondeur au sens géologique du terme, au sens maritime du terme. Il va vraiment en profondeur. Hein. Il voit les grands mouvements tectoniques hein, de changement, pas seulement de population, parce qu'il y a un changement de population, mais comme aurait dit Renaud Camus, au préalable, il y a un changement de culture, de mœurs qui se met en place. Hein. Et il rappelle, on l'oublie, que un des cœurs du mouvement des Gilets jaunes, c'est Marne-la-Vallée. Et que font les manifestants Marne-la-Vallée en 2018, hein, sûrement au premier acte ou au deuxième acte, hein, non seulement ils se donnent rendez-vous devant l'entrée d'Euro Disney, mais ils demandent en plus hein, à pouvoir rentrer gratuitement à Euro Disney. Donc ça nous pose plusieurs questions, cette américanisation. Je ne sais pas si vous avez en tête la phrase de Goodhart entre les Anywhere et les Somewhere, entre ceux qui sont de quelque part et ceux qui sont de nulle part. Il se trouve que ce qu'on lit à la lumière de Fourquet, entre autres, vraiment, ils sont de nulle part. Hein. Les Somewhere, ceux qui sont de quelque part, sont sur un rond-point, sont sur un parking, sont à Euro Disney, attribuent à leurs enfants des prénoms qui sont Jordan, Jason, etc. Mais il se trouve que là, je ne parle que des catégories populaires. C'est la même chose dans les catégories supérieures. Hein. Dans Fourquet, je découvre hein, que 2 cadres sur 3, 2 CSP+ sur 3, 2 Parisiens sur 3 ont fait le voyage à New York. Hein. Ce qui est surréaliste, hein. C'est que donc nous sommes vraiment devenus une colonie américaine et c'était inconcevable pour nous, Nouvelle Droite, hein, pour nous du Grèce, hein, où nous avons fait quantité de colloques hein, pour mettre en garde les Français et les Européens sur cette emprise de l'Amérique. Hein. Elle s'est élargie, elle possède des esprits, on parle en anglais. Il y a le langage corporate hein, dans l'univers de l'entreprise hein, qui fait des ravages. Hein. Dans les cultures populaires, toutes les émissions, c'est The Voice, hein, c'est la grande battle. Hein. Quand j'ai vu arriver, moi, MyTF1, je me suis dit, c'est pas possible que ça marche. Hein. Que nous arrive-t-il hein, pour qu'on soit à ce point-là acculturé? Alors, un mot sur l'acculturation, après je céderai la parole à mes camarades. L'acculturation, c'est l'importation d'une culture étrangère dans un univers indigène. Hein. Souvent, c'est l'importation d'une culture dominante. Hein. Et cette culture dominante, c'est l'Amérique. Hein. Et elle est si forte aujourd'hui en France hein, qu'un des modes d'action de l'acculturation, c'est l'assimilation à l'envers. Et donc nous sommes pris en étau entre 2 formes d'assimilation à l'envers, donc 2 formes d'acculturation. Une qu'on pointe très généralement du doigt, en tout cas à droite, hein, qui est la LAL, qui est les bars à chicha. Il y en a quantité. Fourquet donne des chiffres vertigineux sur la kebabisation, parce qu'il y a une macdonisation. Ça, on le pointe, nous le pointons, nous, à Éléments, mais on oublie l'autre versant de l'acculturation et de l'assimilation à l'envers. Hein. C'est la manière dont nous avons absolument ingéré, et j'en finirai avec la musique country. La musique country, c'est 4 millions de pratiquants en France. Hein. C'est un des rares loisirs des Français qui est intergénérationnel. Hein. Sachant qu'en fait, l'Amérique n'a rien à voir là-dedans. Et l'Amérique n'a rien à voir. Dans les villages, etc., les gens qui, en fait, la musique country n'est quasiment pas écoutée en France. Mais il y a des clubs. En revanche, il y a des clubs de musique country. Mais c'est la même chose aux États-Unis. Ce qui est fascinant dans Fourquet, c'est le bouquin de Fourquet, ce sont les mêmes sociologies dans le Middle West, hein, exactement les mêmes, hein, et dans la France périphérique. Hein. Il ne parle pas de l'Angleterre périphérique, mais c'est sûrement la même chose. Hein. Ça veut donc dire que les catégories populaires françaises hein, ont des codes culturels beaucoup plus proches. Hein, de l'Amérique centrale, hein, ou périphérique, pardon, et inversement, que les CSP+ français ont beaucoup plus de codes en commun avec les New-Yorkais qu'ils n'en ont avec la France périphérique. Hein. Olivier, je vais juste faire l'anecdote. On parlait de McDo. Il faut savoir que le McDo qui marche le plus au monde, c'est le McDonald's qui est à Marne-la-Vallée. Il faut le savoir, bien avant les McDo américains. Et le plus marrant, Olivier, c'est que cette culture américaine, elle n'est pas simplement dans la culture populaire, comme le disait François, ni pas simplement chez les cadres qui vont à New York, c'est que le milieu presque nationaliste est influencé par l'Amérique.
le trumpiste a très bien marché en France, on a pu le voir. On a pris au fond de certains thèmes de l'alt-right et de certaines formes aussi de l'alt-right. La vidéo rapide. Et ce goût aujourd'hui pour l'autodéfense, pour le survivalisme, etc., tout ça nous vient des États-Unis. C'est-à-dire que ce monde qui se dit nationaliste blanc est fanat du film 300, mais qui est un film américain, plus que de la culture française. C'est la culture du cow-boy, en fait. C'est la culture du cow-boy. Alors moi, pour mesurer ce qu'on dit, je pense que c'est très bien. Et c'est ce que nous a rappelé François et ce que tu as rappelé, Patrick, est assez tragique. D'imaginer qu'on est passé au fond de Jean Gabin, de Lino Ventura, de codes européens à des codes purement américains et purement capitalistes. Et peut-être j'insisterai sur le deuxième terme. L'Amérique, on peut dire que c'est une métaphore d'un supercapitalisme invasif qui devient une norme totale, qui s'impose à nos modes de vie, etc. Après, je trouve qu'il ne faut pas non plus céder à une forme d'anti-américanisme un peu élémentaire ou primaire. Il y avait un très beau numéro d'éléments sur l'Amérique que nous aimons. Nous sommes aussi les héritiers de l'Amérique, puisque l'Amérique a été les héritières de l'Europe et nous a renvoyé l'excellence européenne. Le grand cinéma américain de Raoul Walsh, qui aime tant notre ami Michel Marmin, de John Ford, de Fritz Lang, il y a une période américaine de Fritz Lang. L'Amérique nous l'a donné, le jazz dont je suis un passionné et un fanatique. C'est le country du riche, sans doute. Alors on pourrait dire, c'est aussi le jazz n'a jamais été autant admiré, peut-être même davantage qu'aux États-Unis, en France. Parce que la France a été un lieu de refuge pour ces jazzmen dont notre ami Jean-Claude Alberveille rappelait les racines françaises, les origines françaises à la Nouvelle-Orléans. Donc moi je suis d'accord, ce qui s'impose en plus sur l'Amérique, je pense qu'il y a une américanisation de la France, mais une américanisation qui se métisse aussi avec une nipponisation. Je crois que Fourquet nous parle par exemple du succès incroyable de la sous-culture japonaise, puisque c'est pas la culture des samouraïs et de Mishima, c'est plutôt la culture du sushi, du mauvais sushi et du manga, même si d'ailleurs le manga peut être dans certains aspects intéressant. Donc c'est plus complexe que simplement un impérialisme américain. Je pense que c'est un impérialisme multiple, capitaliste, et qui au fond impose des formes dégénérées de la culture et en fait c'est le pire de toutes les civilisations au fond. On a le pire de la civilisation arabo-musulmane, la kebabisation. On a le pire de la civilisation japonaise, la sous-culture japonaise du sushi et du manga, de la manga girl, etc. On en voit dans le métro. Et le pire d'une certaine civilisation américaine, même si certains à droite nous diraient que le country est aussi l'héritier d'une musique européenne avec des racines hollandaises. Ça me rappelle d'Alain Sanders. D'Alain Sanders, etc. Pour ne pas le nommer, etc. C'est très difficile parce que moi-même, qui vous parle, j'ai plutôt des instincts, en tout cas politiquement anti-américains, mais je sais que je suis très américanisé. J'écoute du jazz, j'aime John Ford, je porte un jean, tu portes un jean, etc. Et j'ai du mal en fait à avoir une position, parce que par exemple j'entends bien la nécessité d'être anti-américain, mais je penserais toujours que je préfère écouter, alors je préfère, là je fais un peu de montrer ma singularité, mais je préfère écouter Miles Davis que je ne sais pas que Mireille Mathieu. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'excellence. Et qu'elle soit américaine, il y a une excellence américaine, comme il y a une sous-culture populaire française, ou d'élite française. Je préfère... Vous ne pouvez pas attaquer Mireille Mathieu comme ça, c'est pas possible, qui est une grande star à Moscou. Christophe, on s'aperçoit que cette américanisation, elle est aussi, et François en parlait, dans les banlieues populaires, on s'aperçoit qu'il y a une polémique, je trouve ça extraordinaire, il y a une polémique gastronomique entre Grenoble et Lyon pour savoir qui est l'inventeur du tacos. Alors, les deux, c'est quand même deux maires écolos, c'est-à-dire que normalement, ils devraient être un peu pour des circuits courts, pour du terroir. Mais le tacos, il vient pas ni de Grenoble, ni de... En fait, il vient de l'Amérique, mais de l'Amérique centrale, en fait. Bon, à mon avis, c'est totalement le sujet. Non, la question que je me pose, savoir, ça veut dire quoi être américanisé? Ça veut dire quoi être américain aussi? L'américanisation, c'est aussi pas un concept, mais c'est aussi des données économiques de la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall. Il y a une invasion de fait matérielle et financière des Américains. Donc c'est un impérialisme qui est aussi un impérialisme économique et financier. Et puis je crois qu'on est malgré tout une espèce de
dégénérescence américaine. Nous sommes aussi américains de fait, puisque c'est une espèce de serpent qui se mord la queue. Les Américains est un peuple qui n'existe pas vraiment. C'est avant tout des Allemands, c'est avant tout beaucoup de Français, c'est des Anglais, c'est des WASP qui ont assimilé tout un tas de gens. Donc il y a une espèce de cercle et de bulle qui se mord la queue. Et puis moi je trouve que dans les rapports entre la mentalité américaine qui peut se transcrire dans les territoires, c'est-à-dire des zones intermédiaires, vides, où effectivement désormais la banlieue d'Île-de-France ou de Grenoble ressemble par exemple à certaines zones isolées du Texas ou autres, où on a tout en préfabriqué, tout est préfabriqué mentalement. Moi je pense qu'il y a un facteur d'explication, il y a un couple infernal éternel qui marche dans l'explication du monde tout le temps, c'est l'infernal couple de l'ultraviolence et de la grande niaiserie. C'est quelque chose qui marche tout le temps, partout, tout le temps. Donc ultra-violence de l'impérialisme, ce pays qui fait la guerre tout le temps, et avec une morale très grande pour le bien, la démocratie, etc. Et je pense qu'on est contaminé par quelque chose de profondément américain, même si moi j'aime les États-Unis, je suis fasciné par beaucoup de choses esthétiquement, même une esthétique un peu dégénérée, il y a l'Amérique. Qu'est-ce que c'est l'Américain? Il y a chez l'Américain, je trouve qu'on a aussi une profonde bêtise et une profonde naïveté. On dit toujours que c'est des grands enfants, mais il y a une crétinerie profonde américaine dont on souffre nous aussi, et un élément moral terrible. Les minorités, la bienséance, ce puritanisme aussi qui est là, et je pense qu'il nous contamine. Alors la question c'est de savoir est-ce que c'est l'Amérique ou est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est la globalisation? L'Amérique monde, hein. Ou le monde Amérique, hein, c'est le cas, mais enfin tout ce qu'on vient de pointer là, c'est. Vous parlez de puritanisme. Il y a l'Islamérique, le puritanisme. On peut même dire qu'il y a une antériorité américaine, puisque tous les grands mouvements de réveil religieux, des formes de salafisation se vérifient dans l'évangélisme. Hein. Mais le tableau qu'on brosse, il n'empêche. Hein. J'évoquais les évangéliques. Hein. Les formes les plus dynamiques aujourd'hui et de loin dans le continent chrétien, dans l'univers chrétien, c'est les formes américaines, hein, c'est la prédication américaine, c'est I Love Jesus, donc ça a une relation directe, sans médiation, sans église, sans clergé, un tout petit à la manière de l'islam. Hein. Mais Christophe évoquait tout le phénomène du wokisme, hein, de l'indigénisme. Hein. C'est qu'on importe en temps réel aujourd'hui, donc on est confronté vraiment à un tsunami. Moi je veux bien, je suis le premier à en avoir conscience, hein, qu'il y a une grande Amérique. Il ne s'agit pas d'attaquer l'Amérique, mais c'est pas celle qui s'exporte, hein. Ou en tout cas elle s'exporte dans des cercles intellectuels qui sont à la périphérie, là, pour le coup. Donc, ils ne sont pas les cercles dominants. Quand on regarde la France, c'est quand même... Moi, j'en viens à me poser des questions sur les capacités de résistance de notre peuple, la France et l'Europe, hein. Les capacités de résistance culturelle, hein. Les capacités de résistance aussi biologique, hein, puisqu'elles se posent, hein. Comment se fait-il que nous soyons à ce point-là séduits? Alors certes, tous nos outils sont américains, les GAFAM sont américains, donc on mange sur Facebook, Twitter, Google, hein, Apple, hein, IBM, hein, tout notre univers technique environnant est américain. Tous nos codes sont américains, mais se pose quand même à terme, hein, en tout cas pour nous qui nous revendiquons de l'identité, et pour moi même d'un courant identitaire, hein, des questions se posent. Hein. Que nous arrive-t-il, hein? Nous sommes frappés d'amnésie. La gauche a pendant longtemps résisté avec le Parti communiste. Le Parti communiste a résisté mais pas la gauche. Même avec, je me rappelle, des fameux quotas dans le cinéma. L'Amérique n'a pas pu... le cinéma français a résisté. Tout ça a été négocié après-guerre. Hein. Ouais. Ça a été battu. Mais aujourd'hui, la gauche, ça s'est fait déborder sur le plan politique, sur l'université, le syndicalisme. C'est fini la gauche française un peu à la papa, l'antiracisme, il vient aujourd'hui des États-Unis, le syndicalisme ethnique, il vient des États-Unis, c'est-à-dire que la gauche est complètement... On a vu cette... Sauf Fabien Roussel. On a vu ce pauvre Fabien Roussel qui a parlé simplement de vin, de fromage et de gastronomie. Alors que c'était le discours du PCF, mais que du PCF, pas la gauche. PCF, ne nous trompons pas. Il rappelle le bouquin de Servan-Schreiber sur le défi américain, la deuxième gauche, la gauche social-démocrate, l'Express, l'Obs aussi, à beaucoup d'égards, hein, avait une fascination pour l'Amérique. Hein, les intellectuels faisaient le voyage outre-Atlantique, hein, Simone de Beauvoir, Sartre, etc. C'était BHL, hein, BHL qui a fait American Psycho en écho à Tocqueville. Hein, avec New York et San Francisco. On peut remonter à Morand et à Louis Ferdinand qui avait fait un tableau fantastique. Mais on est quand même submergé. Camus sort un bouquin, La Dépossession, sur la manière dont les techniques d'emprise et de management
américaines se sont diffusées mondialement, même là, je veux dire, en l'occurrence, donc, le taylorisme et le fordisme, c'est-à-dire que nous sommes dominés mentalement, culturellement. On est submergé par l'américain. Il ne s'agit pas de faire un procès en ressentiment à l'américain. Les Américains ne sont que ce qu'ils sont. Et comme le dit Christophe, il y avait un bouquin de Benjamin Barber génial, où il reprend la thèse de Max Weber sur la manière dont le capitalisme s'est articulé au protestantisme. Il dit non, le capitalisme, c'est un ethos infantiste. Ce qui marche, c'est la conjugaison, comme tu l'as dit, de la bombe atomique et de Walt Disney. La bombe atomique, on assomme la population, et avec Walt Disney, on les drogue. Donc ils font ce qu'ils font. Je veux dire, ils ont une politique d'hégémonie et de puissance, et de puissance culturelle, ce qu'ils appellent le soft power. Ils ont le hard power et le soft power. Moi, ce qui m'ennuie, c'est moi en tant que Français, de voir mes compatriotes, moi en tant qu'Européen, de voir les Européens succomber à ce mirage qui tire globalement les choses vers le bas. Jérôme Fourquet, c'est dans l'Archipel, je crois, nommer les jeunes cadres du Front National. Ils ont tous des prénoms américains des séries des années 80-90. Voilà, c'est assez incroyable. Mais de la même manière, c'est là où Fourquet, moi je trouve, corrige le tir dans le dernier bouquin de sa trilogie, parce qu'il avait fait aussi sur le Covid, mais vraiment, les premiers sont un peu décevants, je trouve. C'est des empilements de statistiques. Ouais. Là, vraiment, c'est une enquête sociologique sur une révolution anthropologique, comme aurait dit Pasolini. France Texane. Voilà, France Texane, France d'après, etc. France Amazon, que sais-je. Donc sur le prénom, c'est toujours embarrassant quand on dit, parce que nous notre univers, à nous, à Éléments, mais pas Éléments, à nous c'est SP+, nous c'est Charles Aldebert, mais Charles Aldebert n'est pas européen, puisqu'il a été 10 fois à New York, et il écoute du jazz, et il m'explique après que Charles Aldebert. Qui est Charles Aldebert? Non, mais je veux dire des prénoms gothiques, des prénoms, tout ce qui horrifie Zemmour. À tort, simplement, il y a aussi une sociologie du prénom. Du rail, par exemple. Oui, mais c'est pas grave, c'est l'univers hip-hop. De toute façon, désormais, le jazz, c'est une case dans le hip-hop. Oui. Donc, mais même là-dessus, nous sommes totalement dominés. Donc, moi, je le redis, après, ça me dérange pas qu'ils fassent ça. Ils font une politique d'hégémonie impériale. Ce qu'ont fait les Romains, ce que nous avons fait aussi, nous Français. Mais simplement, c'est que nous n'offrons aucune résistance. Orelsan plutôt que Jay-Z. Ouais. Olivier, vous vouliez... Non, le problème, c'est que moi, je suis aussi sur la question de l'identité, je suis évidemment d'accord. Étant amoureux du roman comme nous le sommes et de la grande littérature européenne, et outre cela d'ailleurs l'immigration nous met devant une transformation telle de nos peuples qu'on a besoin en effet de se rattacher au passé. Mais il y aurait une tendance aussi, à mon avis qui serait une erreur, de s'attacher à ce passé en le figeant. Je dis des banalités là, mais vraiment face à l'Amérique, par exemple, ayons un regard... Faisons l'inventaire, par exemple, de ce qu'a été l'Amérique pour nous, pour l'Europe. De fait, on a été tous touchés par l'Amérique. Et contre la McDonaldisation, opposant évidemment notre gastronomie européenne, etc. Mais n'hésitons pas aussi à prendre certains éléments américains. Je pense que... Il n'y a que ça, je veux dire, c'est qu'on est... Si, moi, en prendre quelques-uns, ça ne me dérange pas. Je concéderais même le jazz. Pour moi, qui est une musique atroce et horrible, qui me démolit les oreilles, qui est la déchéance urbaine, souterraine et nocturne. Il y a peut-être la note d'espoir, il ne nous reste pas grand-chose comme minute. La seule résistance qu'il y a, et Jérôme Fourquet le montre, ce sont les territoires à culture forte, régionale. Il dit pas ça, Fourquet. Il dit quand même qu'il y a, par exemple, quand vous prenez les histoires des prénoms, c'est que c'est très, très intéressant que vous avez, en fait, ceux qui prennent des prénoms, par exemple la Corse, il y a beaucoup. C'est l'une des régions où il y a le plus d'immigrés maghrébins. Vous avez beaucoup de prénoms maghrébins. Vous avez les prénoms américains qui sont donnés par les Français, puis vous avez les prénoms corses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment trois... Alors c'est vrai et c'est faux, parce que Fourquet, là, moi, jusqu'à présent, je passais mon temps à dire qu'il y a des pôles de résistance en France, là où il y a une forte identité. Les Corses, les Basques, les Bretons, les Alsaciens. Mais cela étant dit, la carte de la musique country est fascinante. Ah oui. La musique country s'est épanouie en Vendée, en Bretagne et en Alsace, dans des proportions inimaginables. Alors que font les Alsaciens, que font les Vendéens, que font les Bretons pour être séduits? Je crois qu'il n'y en a pas encore. Ouais, bon, peut-être que je me trompe. Je crois qu'il n'y a pas de McDonald's. Il y a un club de bikers. Il y a aussi des bikers.
C'est encore une autre sociologie, le biker. Il faut un niveau de revenu un tout petit supérieur. Mais le biker, l'offense absolue dans l'univers du biker, alors je le connais mal, je veux dire, mais encore, moi, j'ai des copains dans Lyon qui ont descendu des clubs de biker, j'avais pas percuté. Et en fait, il y en a 1000 ou 2000 en France, à la Johnny. Si vous crachez sur la bannière étoilée, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le drapeau européen. Moi aussi, je veux dire, j'en fais. Mais au drapeau français, on s'en contrefiche. Hein. Mais la bannière étoilée, c'est sacré. Et le rêve, la Mecque, hein, à la Médine, à la Mecque, hein, c'est la route 66. Hein, c'est faire le voyage. Alors certains d'entre eux ont des revenus à Harley Davidson et ils vont le faire. Hein. Alors oui, l'identité, il faut que l'identité régionale, c'est un énorme problème de la France. Hein. Aux marches, il y a une identité assez forte, hein, mais il y a le contre-exemple de la musique country qui me fait dire, mais que se passe-t-il en Corse? Les Corses vont se mettre à la musique country, oh, c'est foutu. Alors. Limite les Bretons. Moi, je sais si les Bretons. En Vendée, Olivier, en Vendée, il y a des clubs, mais des fan clubs de musique country, c'est surprenant. Je veux dire, ils ont un imaginaire royal, les Chouans. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cow-boy, les bottes, hein, et la bière qu'on boit à l'américaine, comme dans les bars américaines. On la boit pas dans un verre, on la boit des grandes bières à 2,50 degrés, hein, puis on les enquille comme ça. Je vois que vous avez bien travaillé votre sujet, je n'étais pas au courant. Donc le plus petit, comme l'expliquait souvent Olivier Rey, c'est pas forcément la solution? Ah si, ça le reste. Hein, mais c'est comment le plus petit peut-il résister à cette culture du gigantisme, à cette culture du XXL, hein, qui séduit l'homme? Parce que sûrement qu'anthropologiquement, on est séduit par la puissance, hein, on est séduit par la force. Hein. C'est tous les gens qui ont vécu la libération en 44. Hein, moi, c'est ce que disaient les grands-parents, c'est qu'ils ont été fascinés, ou pour la puissance allemande. Hein, en France, à Belgrade, etc. On était fascinés par le vainqueur. Qui sommes normands avec Christophe, nos grands-mères nous racontaient à quel point l'occupation américaine de Normandie a été une deuxième occupation. Pire parfois d'ailleurs que celle de 40. C'est exact. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Autrement, vous pourrez retrouver sur le site d'Éléments, ça c'est en PDF, vous ne pouvez pas le trouver, il est magnifique. Et je me suis aperçu, c'est la première fois que c'était une photo de Alain de Benoît. Hein, donc ça veut dire que Alain de Benoît avait été à New York. Voilà, comme quoi. Hein, vous pouvez aussi retrouver l'acte de colloque, le défi de Disneyland ou American Danger. Et malheureusement, le Thomas Molnar n'est pas en vente. Je ne sais pas, François, il va falloir faire quelque chose quand même. C'est un grand auteur. Il a fait 2 livres géniaux, celui-là et l'hégémonie libérale. Ouais. Voilà. Bon, c'est le dernier. Et nous, on se retrouve dans un mois avec vous, Olivier, pour la prochaine émission du Plus d'éléments. Si ma 17e dose ne m'a pas tué. D'accord. Okay. Et nous, on se retrouve dans un mois. Et pour l'instant, je crois que j'en suis, moi, à 0 dose. Voilà. Bravo. Je résiste. Voilà. Bon, je vais être coupé avec ça. Bonjour chez vous.